Aujourd'hui, nous allons examiner deux histoires terrifiantes d'exploration de grottes qui ont mal tourné. Les deux histoires se déroulent dans la même grotte, la même année, et ont mal tourné pour exactement la même raison. Le deuxième incident, cependant, sera bien pire que le premier. Au début du mois de juin 1988, une équipe de spéléologues fit une découverte dans la grotte X, dans le Kentucky, qui aurait dû servir d'avertissement à tous. Ce qu'ils trouvèrent dans un puits auparavant inondé allait devenir une curiosité pour les équipes tout au long de cet été. Mais il s'agissait de bien plus qu'une simple curiosité géologique. C'était un piège mortel prêt à faire des victimes. Et en octobre de la même année, il révélerait sa véritable dangerosité. La grotte X fait partie du complexe Hidden River dans le Kentucky, un système étendu de passages essentiellement horizontaux de 20 mètres de long qui s'étendent jusqu'au plan de l'effondrement situé au sud de la rivière Green, en amont du parc national de Mammoth Cave. Contrairement aux grottes verticales nécessitant cordes et techniques d'escalade, la grotte X se compose principalement de passages à parcourir à pied ou à quatre pattes, serpentant sur des kilomètres à travers le calcaire. La section J-Survey de la grotte X est située loin des entrées sur la rivière Green, profondément à l'intérieur du système, où des équipes de relevés cartographiaient méthodiquement les passages depuis plus d'une décennie. Cette zone comportait un ruisseau qui montait normalement autour de la station J278 et s'écoulait le long du passage avant de se jeter dans ce que les experts en spéléologie appelaient un puits effondré à la station J247. De 1976 à 1987, environ 15 équipes de relevés différentes étaient à passer à côté de ce puits effondré lors de leurs expéditions. Chacune d'elles avait observé la même chose, un bassin d'eau d'au moins 60 cm de profondeur au fond du puits, sans continuation apparente au-delà. Le puits rempli d'eau semblait n'être qu'un point bas où le ruisseau s'accumulait avant de s'écouler lentement à travers les fissures du calcaire. Il n'y avait aucune raison d'investiguer davantage, et certainement aucune raison de descendre dans l'eau stagnante d'une dépression boueuse. Mais le printemps 1988 apporta des conditions météorologiques inhabituelles dans le Kentucky. Une sécheresse qui avait commencé au printemps et continué tout l'été provoqua des niveaux d'eau extrêmement bas dans toutes les grottes de la région. Les ruisseaux qui coulaient normalement toute l'année se réduisirent à de simples filets ou s'asséchèrent complètement. Le week-end de la fête des mémoriaux en 1988, une équipe de relevés passa près de la station J247 et remarqua quelque chose d'extraordinaire. Le puits effondré, qui contenait depuis toujours un bassin de 60 cm, était complètement sec. La sécheresse avait abaissé la nappe phréatique suffisamment pour que le puits se vide, exposant le sol boueux et tout ce qui pourrait se trouver sous l'ancien bassin. Cette découverte enthousiasma les spéléologues de SurveyMind. Une caractéristique autrefois remplie d'eau était désormais accessible, avec la possibilité séduisante de découvrir un passage caché derrière ce qui semblait être un siphon terminal. Si une continuation existait sous l'eau, elle pouvait potentiellement conduire à d'importantes découvertes. Au début juin, Phil Odell organisa et dirigea une équipe spécialement pour explorer le puits J247, maintenant accessible. Le but était de déterminer si un passage avait été caché sous l'eau pendant les 12 dernières années ou plus. Odell et son équipe progressèrent à travers les passages de la grotte X jusqu'à la station J247, probablement excités à l'idée de découvrir une nouvelle grotte. En arrivant au puits effondré, Odell examina la descente. Elle lui sembla relativement facile. Le puits de 2,562 mètres n'était ni très profond ni technique, juste une question de se laisser descendre prudemment dans la dépression boueuse. Au fond, sous une section surplombante de stalactites et de flowstone, Odell distingua ce qui semblait être un passage prometteur, d'environ 1 mètre de haut et 30 à 60 cm de large. Cela valait vraiment la peine d'être exploré. Odell descendit dans le puits pour examiner de plus près la continuation potentielle. Mais quelques secondes après avoir atteint le fond, quelque chose tourna terriblement mal. Odell utilisait une lampe à carbure comme source de lumière. Ces lampes produisent une flamme blanche stable qui éclaire parfaitement la grotte. Mais soudain, la flamme d'Odell changea de manière dramatique. Elle devint jaune vif et atteignit une longueur anormale de 15 à 20 cm. Ce comportement bizarre de la flamme
fut un signal d'alerte immédiat que l'atmosphère dans le puits était mauvaise. Avant qu'Odell ne puisse pleinement comprendre ce qu'il voyait, il commença à ressentir des symptômes physiques. En moins d'une minute, il eut des vertiges. Sa respiration devint difficile, comme s'il ne pouvait pas remplir ses poumons malgré une respiration normale. Sa coordination se détériora rapidement et il se cogna aux parois en essayant de se déplacer. Grâce à son expérience et son entraînement, Odell reconnut qu'il se trouvait dans une atmosphère nocive, avec un manque d'oxygène ou un excès de dioxyde de carbone ou d'autres gaz. Il sut qu'il devait sortir immédiatement du puits avant de perdre connaissance ou pire. Odell remonta rapidement à l'air normal de la station J247, aidé par ses compagnons. Après quelques minutes à respirer de l'air normal, ses symptômes disparurent et sa coordination revint. Il avait eu la chance de reconnaître le danger à temps. Pour confirmer son expérience, l'un de ses compagnons fit un test simple. Il plaça une bougie au fond du puits. La flamme s'éteignit en seulement 15 secondes, preuve dramatique que l'air au fond du puits ne pouvait soutenir ni la combustion ni la vie humaine pour une période prolongée. Après cet incident, Tom Allers rédigea un rapport détaillé sur l'accident d'Odell. Celui-ci entraîna des recherches sur ce qui se passait exactement dans le puits J247. Les conclusions montrèrent que l'air était riche en dioxyde de carbone et dangereusement pauvre en oxygène. La dépression agissait comme un piège pour les gaz lourds, particulièrement le CO2, qui s'accumule dans les zones basses à faible circulation. La sécheresse ayant vidé le puits avait exposé ce danger atmosphérique, masqué par l'eau stagnante pendant plus de 10 ans. Tout l'été 1988, le puits J247 devint une curiosité pour les équipes de relevée. Un arrêt pédagogique pour démontrer le phénomène de l'air mauvais. Mais ce qui était considéré comme une curiosité devint un cauchemar en octobre. Le 8 octobre 1988, 4 spéléologues descendirent dans la grotte X. 4 mois s'étaient écoulés depuis la découverte d'Odell. Le puits effondré était toujours sec à cause de la sécheresse persistante. Les conditions atmosphériques avaient changé de manière imprévisible. Vers midi, l'équipe se réunit à l'entrée W de la grotte, plusieurs kilomètres au sud de l'endroit où les rivières souterraines ressortent dans la Green River. Le groupe était composé de Tom Allers, 40 ans, Duke Hopper, 41 ans, Larry Peterson, 40 ans, et Barbara Graham, 22 ans. L'entrée nécessitait une descente verticale de 26 mètres pour atteindre les passages horizontaux. Chacun s'équipa et descendit. La grotte étant principalement horizontale ensuite, ils n'utilisèrent plus de cordes. Leur mission était de collecter des échantillons de matière noire à 2 endroits. La station 024 et le lit du ruisseau, entre J278 et J247. Après avoir récupéré les échantillons à 024, ils progressèrent sur environ 600 000 mètres vers la section J. Cette route nécessitait de descendre le dôme J280 de 12 mètres. Ils arrivèrent à la station J247, lieu du puits effondré où Odell avait rencontré l'air dangereux en juin. Le puits était toujours sec, mais la continuation sous le surplomb restait inexplorée. Duke Hopper s'avança avec sa bouteille d'échantillon. Sa lampe à carbure brûlait normalement. À 60 à 90 cm du bord du puits, un événement extraordinaire se produisit. Une boule de feu bleu apparut soudain au plafond du passage, d'environ 60 cm de diamètre, semblant flotter dans l'air. 2 secondes plus tard, toute la zone au-dessus du puits explosa dans un énorme souffle, remplissant le passage de flammes bleues. Hopper et Allers se jetèrent en arrière et rampèrent dessous les flammes, respirant l'air relativement pur près du sol. Après avoir parcouru 12 mètres ainsi, ils se retournèrent et virent le puits J247 comme un enfer apocalyptique, un mur de flammes bleues s'élevant au-dessus du puits. La chaleur était intense, mais le fait de rester près du sol avait probablement sauvé leur vie. Peterson et Graham, plus en retrait, avaient vu les silhouettes de Hopper et Allers ramper dans le mur de flammes. Ils parvinrent finalement à regagner l'entrée de la grotte, abandonnant la plupart de leur matériel au puits encore en flammes. Hopper et Allers avaient subi des brûlures, mais leur combinaison en coton humide les avait protégés partiellement. Les spéléologues étudièrent ensuite les causes possibles. Infiltration de gaz inflammables depuis la Hidden River Cave ou fuite de puits de pétrole ou de gaz naturel. Ce qui rendait l'incident particulièrement alarmant, c'était l'absence totale d'avertissement avant l'explosion.
En juin, la lampe d'Odell avait montré un signe clair de danger, mais en octobre, la flamme de Hopper semblait normale jusqu'au moment de l'explosion. Leur survie fut également due à leur position basse, sous les flammes, et à leur chance incroyable. Ils avaient échappé au pire, avec des blessures limitées et une capacité à sortir indemnes de la grotte.